Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne YouTube si vous la découvrez maintenant. Merci à ceux qui me sont déjà fidèles et si vous n'êtes pas abonné, eh bien c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors aujourd'hui je vous emmène ici. Ici c'est le tribunal de Nara. Pourquoi je vous emmène au tribunal de Nara? Eh bien parce que s'y déroule un procès très important, un procès qu'on pourrait même dire historique, même si j'aime pas les mots ronflants. Pour le coup, c'est vrai, c'est un procès qui va rester dans l'histoire du Japon. C'est le procès d'un homme, un homme qui s'appelle Tetsuya Yamagami, et cet homme est jugé au tribunal de Nara parce qu'il a assassiné un des plus éminents personnages du Japon, l'ex-premier ministre Shinzo Abe. C'était, souvenez-vous, le 8 juillet 2022. Il était un peu plus de 11h30 du matin au Japon quand un homme, Tetsuya Yamagami, s'est approché par derrière de l'ex-premier ministre Shinzo Abe qui était en train de faire un discours de rue, comme c'est le cas fréquemment quand on est en campagne électorale au Japon. Shinzo Abe n'était pas lui-même en campagne électorale pour une élection, pour se faire élire quelque part. Il venait là en soutien à un candidat local, Ken Sato, qui se présentait au sénatorial du dimanche suivant, 2 jours après. Ken Sato était en assez mauvaise posture. Et Shinzo Abe a une influence considérable. Et Shinzo Abe, qui était déjà venu quelques jours plus tôt déjà soutenir ce même candidat, est revenu à Nara pour le soutenir à nouveau. Et c'est là qu'il a été assassiné par Tetsuya Yamagami. Alors ce procès est passionnant à maints égards. Pourtant, il se déroule depuis le 28 octobre et vous n'en avez peut-être pas entendu parler dans les médias français, ou alors très peu, ou alors seulement peut-être le jour de la première audience. Eh bien pourquoi? Parce que d'abord l'accès aux médias est assez restreint et d'autre part parce que c'est un travers des médias, mais souvent quand il s'agit de procès à l'étranger, eh bien les médias ne tendent qu'à couvrir la première audience, celle où on va voir apparaître le prévenu, où il va dire ses premiers mots, donc elle est jugée médiatiquement plus importante, et la dernière audience puisque c'est celle du verdict. Et les audiences intermédiaires sont souvent laissées de côté parce que ça prend du temps, c'est vrai, il faut passer sa journée au tribunal, ça coûte de l'argent, c'est vrai, c'est pas toujours à côté du lieu où on habite. Et pourtant, moi je supporte pas qu'on ne couvre pas un procès du début à la fin. Et c'est pas la première fois que je le dis, hein. Si vous lisez mon roman, qui s'appelle L'affaire Midori, qui est publié par les éditions Piquet, un peu de promotion, désolé. Et en fait, déjà dans ce roman, je dénonce le fait que les médias ont la vilaine habitude de ne pas suivre les audiences intermédiaires. Les médias japonais, puisque c'est dans leur pays, évidemment, couvrent toutes les audiences et les couvrent plutôt bien. En l'occurrence, moi, je voulais absolument couvrir l'intégralité de ce procès. Donc, depuis le 28 octobre, les 15 audiences qui ont suivi, j'étais présente aux 15 audiences et croyez-moi, je ne le regrette pas parce que c'est un procès absolument passionnant à maints égards. Je ne vais pas vous parler du fond de l'affaire aujourd'hui, j'y reviendrai une autre fois. Je vais vous parler de la forme. Je vais vous parler de la manière dont se déroule ce type de procès au Japon et ça vous permettra de voir un petit peu les différences par rapport à la France, que je signalerai également, mais vous en verrez par vous-même également. Ce type de procès donc se déroule dans un tribunal, là, celui de Nara, qui est un tribunal typique, hein, avec une grande cour devant en fait, et l'accès ensuite à l'intérieur du tribunal avec évidemment des contrôles de sacs, etc. Et on arrive ensuite à un premier étage. Il y a des salles d'audience à tous les niveaux, ou presque, mais là, les plus grandes salles d'audience en général se situent au premier niveau. Et la particularité de ce type de tribunaux régionaux, c'est que les salles d'audience sont assez petites en fait. Et donc, il n'y a pas la possibilité d'accueillir beaucoup de public. Et là, quand bien même c'est un procès historique, un procès qui va marquer le Japon, eh bien, la salle n'est pas plus grande que pour un procès qui serait celui d'un autre simple homicide. Commis par une personne de la région ou arrêté dans la région et jugé dans la région. Donc en l'occurrence, la salle d'audience, là, elle ne comporte que 67
places pour le public. 67 places qu'il faut répartir entre des personnes qui sont liées au procès. Ça peut être des témoins et des experts qui sont appelés à un moment donné il n'y a pas de barre de témoignage. On n'appelle pas ça une barre au Japon, on appelle ça un pupitre en fait. Donc les personnes qui sont appelées au pupitre ou à la table pour témoigner, en fait, veulent parfois assister aux autres audiences, donc on leur réserve des places dans la salle. Donc il y a ces places qui sont déjà pré-réservées, il y a des places attribuées aux journalistes, et puis il y a le reste des places pour le grand public. En l'occurrence, là, sur les 67 sièges, il y en a 3 ou 4 qui sont toujours réservés pour des personnes concernées. Il y en a 32 qui sont réservés pour les médias, dont un siège pour la presse étrangère, j'y reviendrai, et 32 autres pour le public. Simplement 32 personnes peuvent assister à chaque audience de ce procès. Et à chaque audience, ce sont 32 personnes différentes qui sont tirées au sort parmi plusieurs centaines qui viennent quelques heures avant le procès participer au tirage au sort. On va leur mettre un bracelet avec un numéro. Un certain nombre de numéros 32 numéros vont être tirés au sort, et ces 32 personnes vont recevoir un second bracelet qui va leur donner accès à la salle d'audience. Et ce tirage au sort, en fait, il y a toujours entre 500, 600, 700 personnes qui veulent participer et seulement 32 qui sont choisies. C'est très, très restrictif. C'est restrictif aussi pour les médias. Pourquoi ? Parce que quand on est dans la salle d'audience en tant que journaliste, on n'a pas le droit d'avoir un ordinateur, on est obligé de prendre des notes à la main, et que les médias japonais veulent rapporter en temps réel. Et donc pour rapporter en temps réel, ils s'amusent à faire entrer, sortir des journalistes en permanence, en fait. Donc par exemple, si vous prenez la chaîne de télévision NHK, elles vont envoyer 5 journalistes qui vont à tour de rôle entrer dans la salle d'audience. Quand un a recueilli suffisamment d'informations pour écrire quelque chose, il sort, il laisse la place à un confrère et écrit ce qu'il a entendu pendant ce temps-là, etc. Et donc ça, c'est cette gymnastique en fait permanente entre les journalistes des médias japonais. Ça fait du mouvement dans la salle d'audience. C'est assez désagréable parce que ça entre, ça sort, ça entre, ça sort. Idem pour les illustrateurs qui sont sur des sièges de presse. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un peu de bruit et que parfois on entend très mal ce qui se passe, ce qui se dit, parce que les micros sont pas suffisamment puissants, etc. Donc c'est assez perturbant. Bon, ensuite, le procès, il est public, mais il est semi-public de mon point de vue. Pourquoi ? Parce que certains éléments qui sont montrés aux juges et aux jurés ne sont pas montrés au public. Je pense à des photos de scènes de crime ou à certains documents qui peuvent être présentés sur des écrans aux personnes qui sont là pour juger, mais pas au public. Et ça, je trouve que ça élimine une partie des informations dont on pourrait avoir besoin pour se faire un jugement. Un autre élément qui est aussi un peu restrictif pour le public et les journalistes, c'est le fait qu'une partie des témoins doivent être protégés. Par exemple, la famille du prévenu. Au Japon, quand quelqu'un a commis un délit, un crime, sa famille est en général mise sur le banc de la touche et brocardée aussi. Et donc, pour éviter qu'on reconnaisse les visages de la sœur du prévenu, en l'occurrence l'assassin de Shizuo Abe, Tetsuya Yamagami, pour éviter qu'on reconnaisse sa sœur, pour éviter qu'on reconnaisse sa mère, elles entrent dans la salle d'audience pour témoigner en étant masquées par des parois qui sont installées au moment où elles entrent et qui sont enlevées ensuite, mais d'autres parois les cachent du public, en fait. Donc, il y a un premier lot de parois pour leur permettre d'arriver dans la salle d'audience sans être vus, et un deuxième lot de parois qui sont autour d'elles pour le moment où elles témoignent. Et donc, ça, c'était arrivé à 2 reprises et sur plusieurs jours d'affilée pour le procès de Tetsuya Yamagami, puisque sa sœur est venue témoigner 2 jours de suite, sa mère est venue témoigner 2 jours de suite, et donc ça signifie qu'à chaque fois, il y a eu ces panneaux. On a eu aussi un défilé d'autres types de témoins, des avocats. On a eu un spécialiste des religions, puisque ce procès implique aussi de parler de la secte Moon. Je reviendrai plus tard, je vous ai dit, sur le fond de l'affaire. Là, je m'occupe juste de la forme. Et puis,
On a eu aussi un médecin légiste, on a eu des experts en armes, etc. Sur le fond, il y a eu beaucoup, beaucoup d'éléments. C'était absolument passionnant et de mon point de vue essentiel d'y être pour comprendre ce que sera le verdict quand il sera donné. Et puis, c'était vraiment un procès, oui, qui est symptomatique de la façon dont ça se passe au Japon dans les salles d'audience, des préparations en amont de ce type de procès. J'y reviendrai plus fortement quand je parlerai du fond, mais c'est très scénarisé en fait, hein. Beaucoup de choses sont décidées dans les phases préparatoires, non seulement sur l'agenda même du procès, le déroulé des audiences, mais également sur le temps de parole de chacun. Et puis tout est préécrit en fait. Quasiment tout est préécrit. Ça, c'est très gênant quand on est français parce qu'on a l'habitude de l'oralité, ce qu'on appelle l'oralité des débats dans les salles d'audience. Et moi, pour me préparer à ce procès, d'ailleurs, je suis allée à Paris pour suivre des procès à Paris, pour être imprégnée de la façon dont ça se passe en France et mieux comprendre les différences avec ce qui se passe au Japon. Et donc, effectivement, on est un peu désarçonné sur le fait que ce soit beaucoup écrit. Et moi, ce qui m'a encore plus désarçonné, c'est l'absence de rôle quasiment des juges, des jurés populaires, hein. Donc, comme en France, les cours d'assises, ici au Japon, depuis 2009, il y a des jurés populaires. Donc, dans ce type de grands procès où il y a des meurtres, quand il y a meurtre, quand il y a tentative de meurtre, etc., c'est ce type de cours avec des jurés populaires. Donc, 6 jurés populaires, 3 magistrats professionnels et 6 suppléants qui sont à l'arrière, qui n'interviennent pas, mais qui peuvent remplacer un juré populaire qui serait défaillant pour une raison X ou Y. Et en l'occurrence, au cours du procès Yamagami, 2 jurés populaires titulaires ont abandonné au profit de leurs suppléants pour des raisons qui ont été jugées valables par le président de la Cour, mais qui n'ont pas été explicitées au public. Mais donc, j'ai été très désarçonnée une fois encore, parce que c'est pas les premières fois, par l'absence quasiment de rôle des jurés civils qui posent très très peu de questions, les jurés populaires qui posent très peu de questions, alors que moi j'avais une montagne de questions à poser. Quand on a la possibilité comme ça d'être face à un assassin et de pouvoir lui poser des questions, je trouve dommage de ne pas le faire, parce que, et de la même façon, les magistrats ont aussi peu de questions. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont par écrit, etc. Et ça, c'est assez désarçonnant pour quelqu'un comme moi. Bon. Et enfin, un autre élément que je vais donner pour conclure, parce que je voudrais pas être trop longue, pour cadrer un peu, enfin pour vous donner le cadre général de ce procès. Un autre élément, c'est que dans ce type de procès, en France, on a souvent une partie civile ou des parties civiles qui ont elles aussi un rôle très important dans le procès, avec des avocats qui interviennent, qui posent des questions, etc., avec des parties civiles qui elles-mêmes témoignent. Et là, non. En fait, il y a une modalité qui s'appelle la participation des victimes au procès. Donc, ça peut ressembler à des parties civiles, mais en fait, le rôle est très différent dans les faits. Donc, la femme de l'ex-premier ministre assassiné Shinzo Abe, Akie Abe, s'est constituée en quelque sorte partie civile et donc avait tout au long des audiences 2 avocats pour la représenter. Mais 2 avocats qui n'ont au cours des audiences eu aucun rôle, à part à la dernière audience, un d'eux qui a eu lu une lettre écrite par Akie Abe. Et Akie Abe elle-même est venue une fois à l'audience parce qu'elle voulait un peu voir l'homme qui a tué son mari, hein. Voilà, je voulais juste aujourd'hui dresser un peu le cadre de ce type de procès au Japon et regretter une fois de plus que, en dépit du fait que ce procès sera historique pour le Japon, eh bien, il n'ait pas reçu le même traitement médiatique qui aurait probablement été celui d'un procès historique qui se serait déroulé aux États-Unis. Alors, je ne suis pas du tout frustrée, au contraire, hein, puisque même si je n'ai pas écrit beaucoup autant que je l'aurais espéré sur ce procès jusqu'à présent, eh bien, j'y étais. Et en y étant, j'ai vraiment la sensation d'avoir assisté à un moment de l'histoire du Japon, un moment de l'histoire politique du Japon et un moment de l'histoire de la société japonaise compte tenu des sujets qui ont été abordés au cours de ce procès. Badinter disait que pour bien connaître une société, une civilisation, il fallait fréquenter ses palais de justice. Eh bien, je ne saurais dire mieux.